Steve Kiwassa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes cadre du parti Lumumbiste Unifié, également consultant. Lorsqu'on parle de l'installation des nouvelles provinces, on parle des élections générales et tous les remous que cela suscite, les gens ont l'impression qu'il y a de l'orage dans l'air. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, effectivement, je pense que l'installation de nouvelles provinces crée beaucoup de remous au sein de la société, oui, et même les élections locales. Et moi, je pense que je suis d'avis de ceux qui considèrent que cette installation des nouvelles provinces ainsi que les élections locales vont amener beaucoup plus de problèmes que des solutions. Parce qu'en réalité, l'installation des nouvelles provinces, que les gens appellent abusivement les découpages, consiste à créer de nouvelles provinces. Ah, vous aviez parlé d'abusivement. Pourquoi abusivement ? Abusivement parce qu'en réalité, nous, juristes, nous savons bien qu'on ne découpe pas l'État. On est tout simplement en train de transformer juridiquement les anciens districts en provinces. Par exemple, le Bandundu avait 3 districts, Kwango, Kwilu, Maindombe. Ces anciens districts-là que l'on est en train de transformer. Donc pour vous déjà, il faut changer la formulation. Oui, en principe, juridiquement, on doit dire création de nouvelles provinces. D'ailleurs, vous aviez bien commencé en disant l'installation de nouvelles provinces et non découpage. Donc, vous étiez déjà dans le bon. Donc, en réalité, en créant de nouvelles provinces, il y a une question majeure qu'on doit se poser. Est-ce que d'abord, les 11 provinces ont eu à bénéficier de la décentralisation politique ? Parce qu'en réalité, en créant de nouvelles provinces, on s'est dit, bon, on rapproche le gouvernant des gouvernés. Mais lorsqu'on analyse bien les 11 provinces, on se rend compte qu'en réalité, elles n'ont jamais bénéficié de la décentralisation politique. C'est-à-dire, en réalité, les anciennes provinces, les provinces selon la Constitution, devaient avoir un certain nombre de matières dans leurs compétences exclusives. Entre autres, l'enseignement, la santé, l'agriculture et les affaires coutumières. Or, il s'est fait que ce soit les enseignants, que ce soit le médecin, que ce soit le chef coutumier, que ce soit les gens qui travaillent dans le secteur du domaine agricole, eh bien, ces gens-là dépendent toujours du pouvoir central. Pourtant, ils devaient dépendre de provinces. Et en plus, la rétrocession de 40% que le pouvoir central était censé donner aux provinces, ce n'est jamais arrivé. Je pense que dans le temps du premier... Ce que vous venez de demander, on vous dira, ça va venir progressivement, ce sont des douleurs d'accouchement. Est-ce que vous pouvez accepter ? Non, plutôt, ça aurait été plus intéressant que ça vienne d'abord pour les 11 provinces. Parce qu'on ne peut pas avoir 11 provinces qu'on n'a pas su décentraliser et aller rapidement en 26, sans que l'on ait respecté ces grands préalables de décentraliser d'abord politiquement le 11. Et en dehors de la décentralisation politique, il y a deux lois qu'il faut voter. La loi sur la Caisse nationale des péréquations. Cette loi est importante dans le cas de la décentralisation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le Constitution a donné au pouvoir central le pouvoir, permettez-moi la tautologie, la compétence de résoudre les déséquilibres de développement entre provinces. C'est à travers la Caisse nationale des péréquations, qui représente les 10% des recettes courantes de l'État, que l'on peut corriger les déséquilibres. Or, quand cette loi-là n'existe pas, ça veut dire que les déséquilibres entre provinces vont de plus en plus s'accroître. Je vous donne un petit exemple. Ça, je le prends dans la tribune qu'avait publiée l'honorable Muzito. Il nous démontre, par exemple, qu'entre les Katanga et les Bandundu, l'écart est des 50 ans de développement. Parce que Bandundu, les ressources qu'elle reçoit d'ailleurs du pouvoir central 10 milliards de dollars, et le Katanga qui reçoit du pouvoir central plus ou moins 549 milliards, faites les calculs, vous verrez que pour que Bandundu rattrape la situation du Katanga, il faudra 50 ans. Donc ce n'est qu'à travers la Caisse nationale des péréquations que le pouvoir central peut résoudre ces déséquilibres. Mais aujourd'hui, la Caisse nationale des péréquations, qui ne représente que le 10% de recettes à caractère national, à savoir 6 milliards de dollars, donc Caisse nationale des péréquations, ça serait 600 millions, c'est insignifiant pour résoudre ces déséquilibres. D'où il est important qu'on aille dans une vision de mobiliser des fonds extérieurs en ayant un fonds spécial des péréquations. Alors, lorsque l'État, le gouvernement, parle d'une réforme hyper importante, effectivement, la réforme, elle ne date pas d'aujourd'hui. On doit le savoir. Hein. La réforme, elle date de 2006.
Elle date de 2006. Et déjà en 2010, à l'époque, le Premier ministre Adolphe Mouzito a fait un ouvrage sur l'installation de nouvelles provinces, défis et contraintes. Il démontrait déjà que nous étions en retard pour installer une nouvelle province. Et ce n'était pas possible de les installer en 3 ans. D'où il a proposé à l'époque qu'on modifie cet article qui disait que 3 ans après, on devait installer les nouvelles provinces. D'où il a proposé qu'on modifie en mettant à la place une loi de programmation. Et par après, dans l'ouvrage, il disait « Ok, nous allons mettre une loi de programmation, mais voilà de préalables à respecter pour qu'on installe mieux les provinces. » D'où la loi, un axe législatif sur la loi sur la fonction publique provinciale. Oui. Cette loi allait permettre à ce que les enseignants, le médecin, le chef coutumier, commence à dépendre de provinces, commence à être nommé par les provinces, commence à être révoqué par les provinces. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, je vous dirais, de 2010 à aujourd'hui, cette loi n'a pas été votée. La loi sur la Caisse nationale des péréquations, non plus. Et quand on entre dans les axes infrastructures, où il disait qu'il faut un minimum d'infrastructures au sein de futures provinces, pour que, dès que ces institutions-là seront mises en place, qu'ils aient ne fût-ce que de bâtiments. Jusqu'aujourd'hui, on n'a construit aucun bâtiment au niveau de différentes provinces. Donc, il y avait un certain nombre de préalables. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis 2012, on n'a jamais même eu un budget de l'État. Oui, oui. Un budget de l'État. Donc, depuis 2012, on n'a jamais eu un budget de l'État. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il faut peut-être demander à l'actuel chef du gouvernement, mais le budget de l'État, c'est à différencier du budget du gouvernement, du pouvoir central que le Premier ministre Matata Mponyo présente. En principe, nous devions avoir un budget de l'État qui devait comprendre et les budgets que le Premier ministre présente, et le budget de province, et les budgets des ETD mis ensemble. Quand on met ensemble tout le budget, c'est-à-dire de 3 échelons de l'État, parce qu'en réalité, les gens doivent se détromper. Le pouvoir central n'est pas égal à l'État. Alors pourquoi cherchez-vous à savoir plus sur le budget général du pays alors que cette réforme vient de commencer? Non, il faut qu'on le sache, depuis 2011, il y a une loi relative aux finances publiques qui a déjà été mise en place. Et cette loi, en son article 224, qui oblige le gouvernement central à venir une deuxième fois pour présenter un budget consolidé de l'État. C'est-à-dire vers septembre-décembre, il présente son propre budget. Par après, les provinces présentent les leurs au niveau des assemblées provinciales. Et au plus tard, le 31 mai, il doit rassembler et le budget de province et son propre budget. Il fait un budget général de l'État. C'est ce qu'on appelle le budget consolidé. Ce budget-là est très important, surtout pour l'installation, le processus d'installation de nouvelles provinces, parce que en réalité, dans ces budgets, on met l'actif et les passifs des différentes provinces. Et dans ces budgets, à travers ces statistiques, ça permet au pouvoir central de voir quels sont les déséquilibres qu'il y a de développement entre provinces. Je vous dirais que si aujourd'hui on a remarqué que pour que Ban nous rattrape la situation du Katanga, il faudra 50 ans, c'est à travers le budget de l'État. Mais aussi, c'est important pourquoi? Parce que vous devez savoir que nos provinces s'endettent. Et parfois, elles s'endettent mal. Mal pourquoi? Parce qu'elles s'endettent auprès des institutions financières bancaires. Contrairement à ce qui est prescrit l'article 15 de la loi relative aux finances publiques. En réalité, lorsque le pouvoir central reste plus ou moins distrait en ne regardant pas les budgets de province, qu'est-ce qui se passe? Les provinces s'endettent auprès de banques. Quel est le danger? Premièrement, une banque a un taux d'intérêt très élevé. 2, une banque a un échéancier très court de remboursement. Et une banque utilise l'argent des autres. Donc lorsque la province, au moment opportun, à l'échéance voulue, ne sera pas remboursée, et que la banque n'arrive pas à donner à ses clients de l'argent quand ils viennent retirer, qu'est-ce qui va se faire? Tous les clients vont retirer leur argent. Alors, tout de suite, et on va entrer dans une crise systémique. Et c'est ce qui n'est pas intéressant. Et le pouvoir central doit savoir que le budget de l'État est très important. Alors, ça se voit clairement que vous vous opposez à cette réforme. Alors, je ne m'oppose pas. Oui. Hein, je ne m'oppose pas. Et plus ou moins, j'ai été très content que plus ou moins l'honorable Mouzito ait réfléchi dans ce sens-là. Oui. On ne s'oppose pas. Nous, on considère qu'installer 26 provinces, c'est très important, pour 2 raisons. Premièrement, une raison constitutionnelle, c'est déjà établi par la Constitution, on ne peut plus y revenir. Et deuxièmement, nous considérons que, réellement, si le pouvoir central jouait son rôle de résoudre les déséquilibres de développement entre provinces, c'est une grande opportunité. Je vous donne un petit exemple.
Aujourd'hui, la province du Katanga sera subdivisée en 4. Et parmi ces 4 parties, il n'y a que le Haut-Katanga et les Lualaba qui ont bénéficié des plus grands, d'une plus grande partie d'investissement. Et ça sera ces 2 provinces-là qui seront plus riches que le Haut-Lomami et Tanganyika. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'y a pas assez d'investissement dans Haut-Tanganyika et plutôt dans Tanganyika et dans Haut-Lomami. Mais lorsque Haut-Lomami et Tanganyika deviennent 2 provinces, ça permettra au pouvoir central de se rendre compte que le Tanganyika et le Haut-Mami sont de provinces pauvres. Tandis que quand elles étaient de districts, le pouvoir central ne pouvait pas se rendre compte parce qu'ils étaient engouffrés dans une province que l'on disait riche, parce qu'on doit le savoir que le Katanga... D'où la nécessité de devenir des provinces. D'où la nécessité de créer de nouvelles provinces. Mais là où on s'oppose avec certaines personnes et que eux, ils veulent y aller sans respecter un certain nombre de préalables. Oui. Entre autres, le fait qu'on doit d'abord décentraliser politiquement les anciennes provinces, leur donner toutes leurs ressources, leur donner tout leur pouvoir, d'où on doit d'abord voter la loi sur la Caisse nationale des péréquations, qui doit permettre au pouvoir central de jouer son rôle, de résoudre les déséquilibres de développement entre provinces. Oui. Entre autres, on doit commencer à voter un budget de l'État. Tous ces préalables-là ne sont pas respectés. Et j'ajouterais même la construction de bâtiments, parce qu'il est inacceptable que dans la loi de programmation actuelle d'installation de nouvelles provinces, que l'on dise que dès que l'on installe des provinces, c'est en ce moment-là qu'on commence à construire les bâtiments. Alors pour vous, mais dans l'entretemps, ils vont vivre où? Toutes ces rapidement, pour vous, est-ce une réforme vouée à l'échec? Oui, si l'on ne tient pas compte de préalable. C'est une réforme qui sera malheureusement vouée à l'échec. Est-ce possible alors que la machine est déjà enclenchée? Bien sûr, c'est possible. Est-ce qu'il est trop tard pour bien faire? Moi, je pense que on peut modifier la loi. Heureusement que déjà l'honorable Mouzit en 2010 a proposé à ce que cette compétence-là de programmer l'installation d'une nouvelle province revienne au législateur. Oui. Donc le législateur peut modifier la loi sur la programmation et remettre un peu plus tard. Mais dans l'entretemps, le législateur doit donner le phase de programmation de l'installation. Entre autres en disant... Oui. Mettons en place la loi sur la Caisse nationale des péréquations, oui. Mettons en place la loi sur la fonction publique provinciale, construisons de bâtiments, et je pense que de cette façon-là, ça ira mieux. Et pour les élections locales, qui vont mettre en place des chômeurs politiques, là, il faut carrément... Chômeurs politiques, pourquoi? De chômeurs politiques, pourquoi? Parce qu'en réalité, la décentralisation administrative au niveau de ZTD ne constitue qu'une partie de la décentralisation politique au niveau de province. Donc si en réalité, nous sommes en train de démontrer que les provinces n'ont jamais bénéficié de la décentralisation politique, alors elles qui devront décentraliser au niveau des ZTD n'auront rien à décentraliser. Nous, au niveau de ZTD, nous aurons des personnels politiques qui n'auront ni pouvoir ni ressources, mais que malheureusement, c'est eux qui sont censés le pouvoir central. Non, il faut être sérieux. Ils vont organiser à partir de quoi? Aujourd'hui, il faut savoir que le plus grand potentiel fiscal se retrouve au niveau du pouvoir central. D'où la Constitution dit rétrocédons 40% au niveau de provinces et les provinces, à leur tour, rétrocèdent 40% au niveau des ETD. Les ETD n'ont pratiquement aucun potentiel fiscal. Et moi, je pense que pour ne pas fâcher la population, parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 250 000 enseignants qui attendent d'être payés, nous avons plusieurs vieillards qui attendent d'être retraités. Le pouvoir central ferait mieux d'orienter de l'argent vers ces dettes-là qui existent déjà, au lieu de créer de nouveaux personnels politiques chômeurs, mais payés. Merci beaucoup, Steve Kiwasa. Je constate qu'il nous fallait beaucoup de temps pour justement aborder ce sujet. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors nous passons au deuxième dossier du jour pour parler de ce festival des écoles de Kinshasa. Est-ce l'objectif a été atteint? Tout de suite sur ce plateau, je reçois Carven Ngalula. Il était le chargé de communication de cet événement.